premiers à avoir noté une musique qui nous soit parvenue sont les moines du Moyen-Âge. Leur volonté était vraisemblablement de conserver les plus belles mélodies de leur temps à la gloire de Dieu. C'est le chant qu'ils ont noté en premier. C'est pas étonnant, ils notaient déjà les paroles, l'idée vient naturellement d'associer des hauteurs aux syllabes. Ce système est appelé neume. La différence de hauteur entre les notes est indiquée par une ponctuation codifiée, ici des accents aigus ou graves. Le système est imprécis, on sait que cette syllabe est chantée plus aiguë que cette syllabe, mais avec quel écart? Média, Média. Visiblement, les moines n'en ressentaient pas le besoin. Ces neumes indiquent la direction de la mélodie et servent de mnémotechnique au chanteur. L'essentiel se transmettant à l'oral avec des possibilités d'improvisation selon la prosodie du moment. Au Xe siècle, un moine dont l'histoire n'a pas retenu le nom a eu l'idée d'ajouter une ligne qui représente une hauteur fixe. On voit dès le départ une intuition. Plus la note est aiguë, plus on l'écrit haut. Là encore, ça n'indique pas précisément si on passe d'un Do à un Ré, un Mi ou un Fa. Puis Guido d'Arezzo, un autre moine, en ajoute d'autres. Suite à de nombreux essais au fil des siècles, voici comment notre système actuel se fixe. Imaginons un moine. On va l'appeler le moine idoine. Il cherche à noter le chant avec la meilleure précision et le moins de place et d'encre possible. Il convoque frère Austère, qui a la voix la plus grave, et fils novice, la plus aiguë. Il dit à Austère « Vas-y, balance tes infrabasses !» En d'autres termes, chante-moi ta note la plus grave. Austère s'exécute. Et Idoine vérifie sur sa lyre. C'est un Fa. Il trace une ligne et dessine un losange en dessous, qui représente ce Fa. Idoine demande à Austère de monter sur la note suivante. Et dessine un losange qui représente le Sol, cette fois sur la ligne. Encore, lui dit-il. Austère monte, et Idoine dessine un losange au-dessus de la ligne. Jusque-là, ça ressemble fortement au Xe siècle. Lui dit Austère. Ferme ta bouche et continue de chanter, lui rétorque Idoine. Austère lui fait remarquer qu'il est difficile de chanter la bouche fermée, mais il s'exécute avec ferveur. Idoine trace alors une nouvelle ligne et place le Si par-dessus. Et ainsi de suite. T'es sûr que tu peux pas monter plus haut? C'est surtout toi qui peux pas descendre plus bas. Vous l'entendez, Austère atteint sa limite. Idoine demande à Novice de prendre le relais. Et continue à tracer des lignes et des losanges. Diantre, moi, vite, j'ai une crampe à l'auriculaire. Pfiou. T'es sûr que tu peux pas monter plus haut? Alors Idoine a le sentiment d'avoir donné une place à toute hauteur de la voix humaine. Pourquoi tu fais des notes carrées? Ce sont des losanges, jeune congréganiste. Quand on écrit à la plume, il est plus aisé et précis de faire plusieurs traits qu'un cercle. D'accord. Tout extatique, il peut enfin écrire les mélodies de son temps. Il écrit le même air pour Novice et Austère, en respectant leur voix, et leur demande de chanter ce qu'il vient d'écrire. Novice s'exécute facilement. Austère, en revanche, hésite après chaque note. Frère Jacques, frère Jacques. C'est tout à fait logique. On peut situer les notes proches des lignes extrêmes, mais arrivé ici, sauriez-vous me dire quelle est celle-là? Non, à moins d'écrire le nom des notes à côté. Ce qui est bête puisque c'est justement ça qu'on cherche à représenter, et qu'on écrit déjà des paroles sous les notes. Idoine ne se décourage pas. Il essaye sur 2 lignes. Frère Jacques, frère Pas de problème. Jacques, Sur 3 lignes. Pas de problème. 4 et 5 lignes. Pas de problème. Et à partir de 6, tout devient difficile. Dingue, donc. Là encore, c'est logique. Notre œil peut repérer sans effort 5 éléments. À partir de 6, il doit réfléchir. Que faire quand on a 11 lignes et qu'on ne peut en lire que 5? Idoine a l'idée de retirer celle du milieu, qui indique le Do. Il a 2 fois 5 lignes, une pour les voix graves et une pour les voix aiguës. Cet ensemble de 5 lignes est appelé
portée. Ça tombe très bien, les portées à 5 lignes comprennent presque toutes les notes que peuvent chanter les deux. Par exemple, Auster ne monte que jusqu'au Do, juste au-dessus de la 5e ligne. Il suffit alors d'ajouter un bout de ligne virtuelle pour donner un repère. De même, si Novice veut descendre plus grave. Idoine n'a plus qu'à indiquer à tous ceux qui vont le lire quelle note est à quel endroit. Comme la note la plus grave de la portée du bas est un Fa, il met un F à gauche de la mélodie, et pour faire les choses bien, il indique le Fa d'au-dessus, plus difficile à lire, entre les deux barres du F. De même pour la portée du haut, qui s'arrête au sol, il met un G à gauche, dont la barre est au niveau du sol. Ce système est très bien, mais comment vas-tu écrire une mélodie pour l'abbé, qui a une voix plus aiguë que la mienne et plus grave que celle de Novice? Idoine rétorque qu'il est relou, et que puisqu'on ne peut lire que 5 lignes, on peut décider lesquelles des 11 on garde. Par exemple, on rétablit la ligne supprimée, 2 au-dessus, 2 en dessous, et on met un C qui indique le Do du milieu. C'est d'ailleurs un autre raisonnement qu'a pu avoir Idoine pour fixer les repères. Prendre cette ligne centrale, celle d'en bas, celle d'en haut, et voilà. En effet, on trouve au Xe siècle des partitions avec des lignes de couleurs représentant ces 3 notes. Do et ces 2 notes les plus proches dans la sonorité, vous vous souvenez? Ce sont les futures clés de Fa, de Sol et d'Ut, qu'on utilise encore aujourd'hui. Leur graphisme a tant évolué qu'on ne reconnaît plus les symboles originaux. Ainsi, voilà les clés qu'on utilisait pour le chant choral au XVIIe siècle. Voici ce qu'on appelle une partition. Ici, 4 portées, une pour chaque voix. Entre-temps, les notes carrées ont été progressivement remplacées par des rondes et se sont complexifiées. Nous verrons ça dans une autre vidéo. On reconnaît bien un Do. Le système fonctionne également pour les instruments. Bien que la plupart peuvent atteindre davantage de notes que les chanteurs, on peut soit ajouter des lignes occasionnellement, soit changer de clé en cours de route si la mélodie reste durablement dans l'aigu ou le grave. Pour les instruments qui couvrent plus de 3 octaves, comme les claviers, on utilise le système d'origine. La portée à 5 lignes est définitivement adoptée dans toute l'Europe à la fin du XVIIe siècle. Elle ne représente pas fidèlement les hauteurs. Visuellement, Mi et Fa sont à la même distance que Do et Ré, alors qu'à l'écoute ce n'est pas le cas. De plus, selon la clé de lecture, les notes ne se situent pas au même endroit. C'est fastidieux pour les débutants. Demandez à tous ceux qui suivent des cours de solfège. Pourtant, elle n'a connu aucune évolution depuis plus de 3 siècles. Logique, intuitive et accessible, c'est tout simplement le système d'écriture le plus efficace jamais inventé, toutes catégories confondues. Du moment que tout le monde l'utilise, si on veut une amélioration, c'est mission impossible de l'imposer. Entre ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui trouvent ça moins pratique, et ceux qui ne sont pas prêts à changer leurs habitudes sous prétexte que c'est sacré. Le Do s'écrit à la place du Do, et il sonne toujours Do parce que c'est un Do. Et puis, c'est absurde. Ça nous rendrait incapables de lire les partitions d'avant. C'est la principale révolution dans l'histoire de la musique. Bien avant les enregistrements, nous avons déjà un moyen de relire, rejouer et donc réécouter les œuvres des compositeurs anciens. L'histoire des grands compositeurs commence avec la partition. Alors, prêt à accéder à leur génie ? Si vous connaissez l'ordre des notes, vers l'aigu et vers le grave, alors, il suffit de quelques repères et vous les devinerez toutes. Cette note est un Fa, celle-là est forcément un Sol, celle-là forcément un Fa, puisque située au même niveau que la première, et celle-là un Mi. En fait, la note de départ est un Ré, alors on a un Mi, un Ré, puis un Do. Ah non, c'est un Mi. Donc Fa, Mi, Ré. On peut sauter une note, c'est tout aussi facile à lire car alors elle garde la même position. Sur la ligne, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Entre les lignes, Fa, La, Do, Mi, Sol. Ça tombe bien, quand on joue une note sur deux, cela forme des accords très appréciés au fil des siècles. Enfin, quand les notes sont trop loin pour l'œil, 3 fois sur 4 il s'agit d'une octave, c'est-à-dire la même note à une autre hauteur.
Si vous voulez lire toutes les notes sans effort, voici une astuce pratique. Apprenez par cœur tous les Do et les Sol en clé de Sol. Tous les Do et les Fa en clé de Fa. Et pour les motiver, tous les Do et Sol en clé d'ut. Ainsi, comme vous pouvez lire en un clin d'œil une ou deux notes d'écart, avec ces quelques repères, toutes les notes deviennent accessibles. On fait un essai ? Prenez le premier instrument à votre portée ou utilisez votre voix. À vous de jouer! Pour vous entraîner davantage, je vous mets un lien dans la description. Les notes de musique font tellement partie de notre monde qu'elles sont rentrées dans le langage courant. Là, je dis que je joue une note. Mais c'est juste un son qu'on a appelé Do, auquel on a attribué une hauteur qu'on a fixée sur tous les instruments et toutes les partitions, si bien que je retrouve le même Do partout et que mon oreille l'entend et le reconnaît. Je peux ainsi communiquer avec n'importe quel musicien, c'est le point de départ de tout langage, avoir des références communes. Ainsi s'achève notre première vidéo. Elle propose des ouvertures à plein d'autres sujets, à commencer par retranscrire la durée des notes. Aussi, vos commentaires sont les bienvenus. À la prochaine! Et d'ici là, portez-vous bien.